Imaginez que vous tombez, pas dans un rêve, pas dans un cauchemar, une vraie chute à la verticale à travers une colonne d'eau noire qui n'a pas de fond visible. La pression s'accumule autour de votre crâne comme si quelqu'un serrait les deux côtés de votre tête avec ses paumes ouvertes. La température baisse de 2 degrés tous les 100 mètres. La lumière, cette lumière bleue, ténue, presque hospitalière que vous pouviez encore voir il y a un moment, a disparu depuis longtemps. Maintenant, il n'y a plus que le noir. Et pourtant, quelque chose bouge. Vous n'êtes pas seul. Là en bas vivent des créatures qui ne devraient pas exister selon les règles que nous apprenons à l'école. Des organismes qui vivent sans oxygène, sans lumière solaire, sans température tolérable. Des animaux qui portent dans leur corps des solutions évolutives si extravagantes, si radicalement différentes de tout ce que nous connaissons sur la terre ferme, que les scientifiques eux-mêmes qui les étudient utilisent toujours le même mot pour les décrire. Des extraterrestres. Pas comme métaphore, pas comme hyperbole de documentaire, comme description technique provisoire de quelque chose que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Et ce qui est le plus troublant n'est pas qu'ils existent. Ce qui est le plus troublant, c'est qu'ils sont ici depuis bien plus longtemps que nous. Des milliards d'années de plus. Aujourd'hui, nous allons descendre, zone par zone, profondeur par profondeur, jusqu'au point le plus profond qui existe sur cette planète. Nous allons faire connaissance avec les habitants de ce monde parallèle qui court exactement sous nos pieds, ou plus précisément, sous nos quilles, sans que la plupart d'entre nous lui accordions la moindre attention. Car l'espace que nous avons exploré avec des satellites, des télescopes, des rovers envoyés sur Mars, est infiniment mieux connu que le fond de notre propre océan. Il y a plus de personnes qui ont marché sur la Lune que de personnes qui ont atteint le point le plus profond de la fosse des Mariannes. Réfléchissez-y un instant. Si vous êtes prêt à plonger, restez avec nous, car ce qui vient n'a aucune comparaison avec ce que vous avez vu auparavant. Avant de commencer à descendre, nous devons comprendre contre quoi nous mesurons notre ignorance. 71% de la surface de la Terre est recouverte par les océans. Ce n'est pas un pourcentage mineur, ce n'est pas plus de la moitié. C'est presque les 3/4 de la planète. Et de toute cette immensité bleue, les zones abyssales, ces régions au-delà de 4000 mètres de profondeur, constituent à leur tour plus de 60% de la surface totale de la Terre. Pas de l'océan, de la Terre entière. Autrement dit, le plus grand écosystème de la planète est celui dont nous savons le moins. La distance entre la Terre et la Lune est de 384 400 km. Celle de la Terre à Mars oscille entre 54 et 70 millions de kilomètres selon la position orbitale. Ce sont des chiffres qui nous dépassent, que nous ne pouvons pas imaginer avec précision, mais que nous avons mesurés avec des instruments de plus en plus sophistiqués. Nous les avons parcourus. Nous avons des sondes aux confins du système solaire. Le point le plus profond de l'océan, le fameux Challenger Deep dans la fosse des Mariannes, se trouve à 10 924 mètres sous la surface, moins de 11 km. Si vous preniez le mont Everest, 8 849 mètres de roches, de glace et de légende, et que vous le plongiez entier dans cette fosse, son sommet serait encore submergé à plus de 2 km sous l'eau. Et pourtant, en 1875, lorsque le HMS Challenger tenta pour la première fois de mesurer cette profondeur, il le fit avec une corde avec un poids à l'extrémité. Ils la laissèrent tomber, mesurèrent combien de cordes se déroulaient et obtinrent ainsi une estimation. Encore aujourd'hui, plus de 80% des fonds océaniques n'ont pas été cartographiés avec une résolution détaillée. Nous avons des cartes de Mars plus précises que celles du sol qui se trouvent sous le Pacifique. Pourquoi? La réponse est à la fois simple et brutale. La pression. À 10 mètres de profondeur, la pression sur le corps d'un plongeur équivaut à 2 atmosphères. À 100 mètres, 11 atmosphères. À 10 000 mètres, dans les fonds les plus profonds de l'océan, la pression atteint plus de 1100 atmosphères.
C'est comme si 50 avions commerciaux gros porteurs étaient empilés au-dessus de vous. Toute structure non conçue spécifiquement pour résister à cette charge serait détruite en quelques secondes, écrasée sans pitié. C'est pourquoi nous avons mis si longtemps. C'est pourquoi nous avons atteint l'espace avant le fond de la mer. Mais revenons à cette descente, car l'histoire de l'océan profond ne commence pas avec les machines qui l'explorent. Elle commence avec les histoires que les humains ont inventées pour expliquer ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Ce que la peur a construit. Pendant des siècles, l'océan fut le seul espace au monde que l'être humain utilisait quotidiennement tout en ignorant complètement. Les marins médiévaux naviguaient dessus, en dépendaient pour le commerce et la survie, vivaient sur ses côtes, mais ne disposaient d'aucun outil pour voir ce qui se cachait sous leurs quilles. Et dans ce vide de connaissances, l'imagination humaine fit exactement ce qu'elle fait toujours quand elle ne comprend pas quelque chose. Elle inventa des monstres. Mais il existe une différence importante entre les monstres de l'océan et, disons, les dragons ou les loups-garous des traditions terrestres. Les monstres marins n'étaient pas de pure création fictive. Ils avaient un point de départ réel. Imaginez que vous êtes un marin scandinave du XIIe siècle. Votre bateau est relativement petit, en bois, et vous naviguez dans le nord de l'Atlantique. Un jour, en haute mer, vous voyez quelque chose émerger de l'eau. Quelque chose aux dimensions que vous n'avez jamais vues. Des tentacules aussi épais qu'un tronc d'arbre. Un corps sans forme reconnaissable. Et puis, cela disparaît sous l'eau aussi silencieusement qu'il est apparu. Que faites-vous de cette expérience? Si vous êtes un homme cultivé, vous la décrivez peut-être avec la terminologie disponible. Si vous êtes un marin illettré, vous la racontez au port. Et l'histoire voyage, s'amplifie, s'embellit à chaque nouvelle voix qui la répète. L'animal, qui était probablement un calmar géant, Architeuthis dux, de 6, peut-être 10 mètres de longueur, devient quelque chose capable de couler des navires, qui peut capturer des dizaines d'hommes à la fois, qui émerge des entrailles même du monde pour punir les navigateurs imprudents. Il devient le kraken. Le mot lui-même, kraken, vient du vieux norrois et signifie quelque chose comme créature tordue ou animal tordu de la mer. Ce qui est curieux, c'est que la légende n'est pas née d'une ignorance totale. Elle est née d'une ignorance partielle, qui est bien plus dangereuse. Les marins voyèrent bel et bien quelque chose. Des restes de calmars arrivaient effectivement sur les côtes. Des marques de ventouses de taille considérable apparaissaient bien sur les corps de cachalots échoués. Il existait des preuves dispersées, fragmentaires, impossibles à assembler sans le cadre scientifique qui n'existait pas encore. La légende se formalisa dans les textes du naturaliste suédois Carl Linné au XVIIIe siècle, qu'il inclut brièvement dans la première édition de son Systema Naturae sous le nom de Microcosmus marinus, bien qu'il la retirât dans les éditions ultérieures, faute de pouvoir vérifier l'existence de l'animal selon des critères taxonomiques rigoureux. Plus explicite fut l'évêque norvégien Erik Pontoppidan, qui consacra des pages entières au kraken dans son ouvrage de 1752 sur l'histoire naturelle de la Norvège, décrivant une créature dont le dos, lorsqu'il émergeait partiellement à la surface, flottait comme une île et dont la présence dans une zone créait des tourbillons capables d'entraîner les navires vers le fond. Une île. Voilà à quelle taille il était devenu dans l'imaginaire collectif. Le processus n'était pas différent de celui que nous utilisons aujourd'hui pour construire des rumeurs sur les réseaux sociaux. Quelqu'un voit quelque chose de réel. Il ne peut pas l'expliquer complètement. Il ajoute une interprétation. L'histoire se partage. Chaque personne qui la répète ajoute un petit détail supplémentaire, élimine un doute qui la rend moins dramatique, souligne le danger. En 100 ans, le calmar de 10 mètres est devenu une créature qui obscurcit le soleil et génère ses propres tempêtes. Et ce qui est fascinant,
Ce n'est pas que les gens y croyaient. Ce qui est fascinant, c'est la mécanique de ce processus. Les corps de calmars géants échoués sur la côte, gonflés d'eau, défigurés par la putréfaction, ne ressemblent à rien que l'être humain ait jamais vu. Leurs tentacules peuvent conserver une certaine forme même après la mort. Leurs yeux, qui sont de leur vivant les plus grands du règne animal, jusqu'à 30 cm de diamètre, de la taille d'une grande assiette, restent figés dans une expression qui n'a pas d'équivalent parmi les animaux familiers. Si vous n'avez jamais vu un calmar vivant, à quoi le compareriez-vous? Dans quelle catégorie de votre expérience s'intégrerait cette masse de tentacules et d'organes gonflés que la mer a déposés sur la plage? Les scientifiques de l'époque prirent ces témoignages, ces fragments anatomiques méconnaissables, et construisirent sur eux des théories qui circulèrent comme des vérités pendant des générations. Ce n'était pas de la mauvaise foi, c'était la limite du savoir disponible. Le naturaliste français Pierre Denis de Montfort publia en 1802 une histoire naturelle des mollusques qui comprenait des gravures de calmars géants attaquant des navires basées sur les témoignages de marins bretons qui affirmaient avoir survécu à l'une de ces rencontres au large des côtes d'Angola. Ses collègues le tournèrent en ridicule, mais ces gravures circulèrent dans toute l'Europe et se gravèrent dans la mémoire collective avec la même force que n'importe quelle image vérifiée de notre époque. Il fallut attendre le 30 septembre 2004 pour que le premier photographe, l'équipe du scientifique japonais Tsunemi Kubodera du Musée national des sciences de Tokyo, capture enfin des images d'un calmar géant vivant dans son habitat naturel, n'attaquant pas des navires, n'obscurcissant pas le soleil, mais nageant dans l'obscurité du Pacifique à 900 mètres de profondeur, élégant, prudent, complètement indifférent à son propre statut mythique. Le kraken existait. Il était simplement bien plus intéressant que la légende. Mais il y a dans l'histoire de la mythologie océanique quelque chose d'autre qui mérite attention, quelque chose que l'on passe souvent sous silence au profit du spectacle des monstres. La peur de l'océan profond ne fonctionnait pas seulement comme divertissement ou superstition. Elle fonctionnait comme outil social. Les histoires de monstres et de dangers dans les profondeurs servaient à dissuader les marins de s'aventurer trop loin, de s'engager dans des eaux inconnues sans préparation, de risquer des vies et des cargaisons dans des traversées incertaines. Elles étaient, dans une certaine mesure, l'équivalent pré-industriel des panneaux d'avertissement que nous plaçons aujourd'hui au bord des falaises. Le problème, c'est que ces panneaux d'avertissement se calcifièrent dans la psychologie collective, bien au-delà de leur utilité pratique. Lorsque nous eûmes enfin les outils pour explorer ces profondeurs en toute sécurité, la peur culturelle était déjà si enracinée que le financement de l'exploration océanique continua de représenter une fraction de ce qui était consacré à l'exploration spatiale, qui présentait en comparaison des risques technologiques tout aussi énormes. Nous envoyâmes des hommes sur la Lune en 1969. Cette même année, 96% des fonds marins restaient inexplorés. Et encore en 2024, plus de 80% des fonds marins demeurent sans cartographie précise. Le kraken, en fin de compte, n'était pas une histoire de calmar géant. C'était une histoire sur le prix de ne pas regarder. Jules Verne comprit quelque chose de cela lorsqu'il publia en 1870 « 20 000 lieues sous les mers ». Il ne créa pas seulement une œuvre d'aventure, mais un manifeste sur la possibilité de la connaissance. Le Nautilus du capitaine Nemo n'était pas seulement un sous-marin. Il était la démonstration littéraire que la technologie pouvait nous rendre l'océan, que nous pouvions descendre, illuminer, observer, cataloguer, que le mystère n'était pas éternel, qu'il était simplement temporaire. Victor Hugo transforma lui aussi le calmar géant en figure littéraire dans Les Travailleurs de la mer, publié en 1866, décrivant une rencontre avec une pieuvre aux dimensions monstrueuses sur les côtes de Guernesey, qui faillit coûter la vie au protagoniste.
Hugo ne prétendait pas faire de la science, mais sa description anatomique de l'animal, les 8 tentacules, la bouche au centre, la capacité d'adhésion, était bien plus précise que la plupart de ce qui avait circulé jusque-là. La littérature avait devancé la taxonomie. Tout cela pour dire « le monstre a toujours été réel ». Seulement, ce n'était pas ce que nous imaginions. Et quand nous descendîmes enfin le regarder, ce que nous trouvâmes était quelque chose de bien plus stupéfiant que tout ce que la peur aurait pu construire. Atlantide, sirène et le prix de l'ignorance. Il existait une autre catégorie d'histoire que l'océan inspirait. Non seulement des monstres surgissant des profondeurs, mais aussi des mondes perdus, engloutis par les eaux. Le mythe de l'Atlantide, tel que nous le connaissons, a un auteur précis, Platon. Dans ses dialogues, Timée et Critias, écrits vers 360 avant Jésus-Christ, Platon décrit une puissante civilisation qui existait au-delà des colonnes d'Hercule, ce que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar, et qui fut détruite par les dieux en châtiment de son arrogance. Zeus, irrité par la corruption morale des Atlantes, déchaîna tremblements de terre et inondations qui engloutirent l'île entière en un seul jour et une seule nuit. La question qui a fasciné et exaspéré les historiens pendant des siècles est de savoir si Platon décrivait quelque chose de réel ou s'il l'avait inventé pour illustrer ses idées philosophiques sur la décadence politique. La majorité des philologues actuels considèrent que l'Atlantide était un procédé littéraire, une fiction utopique inversée. Mais cela n'a pas empêché des générations de chasseurs de trésors, d'explorateurs et de pseudo-scientifiques de sonder le fond de la Méditerranée, de l'Atlantique et jusqu'aux Açores à la recherche de ruines submergées. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée d'un monde sous les eaux trouve des échos dans presque toutes les cultures de la planète. Les Grecs parlaient de cités marines. Les Celtes avaient le Tir-Fo Twin, la terre sous les vagues. Dans la tradition hindoue, existe la cité de Dwarka, qui selon les textes fut engloutie par la mer après la mort de Krishna. Et chose curieuse, les archéologues du National Institute of Ocean Technology de l'Inde ont découvert des structures sous-marines au large des côtes du Gujarat qui pourraient correspondre à de véritables établissements historiques de la période mésolithique, bien qu'aucun n'ait les dimensions mythiques de la légende. La mer emportait des choses. C'était littéralement et vérifiablement vrai. Les côtes changent, les petites îles disparaissent avec le temps, les tremblements de terre engloutissent des franges côtières. Le tsunami de Messine de 1908 modifia définitivement le tracé côtier du détroit italien. Le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 et le tsunami qui s'ensuivit détruisirent en quelques minutes une grande partie de la plus importante ville portuaire d'Europe. Pour quelqu'un vivant au IVe ou au 8e siècle, il n'y avait aucune différence observable entre la terre s'est effondrée et un dieu a châtié cette ville en la submergeant. Les sirènes ont une généalogie différente. Dans la mythologie grecque originelle, les sirènes n'étaient pas des femmes à queue de poisson. C'étaient des créatures mi-femmes, mi-oiseaux, qui séduisaient les marins par leurs chants jusqu'à précipiter leurs navires contre les rochers. L'iconographie de la femme poisson apparut plus tard dans le folklore médiéval, mêlant les sirènes grecques aux Néréides, nymphes de la mer, et à des figures similaires d'autres cultures, comme les Mélusines françaises ou les Nixies germaniques. Et pourtant, Christophe Colomb, l'un des navigateurs les plus expérimentés et les plus rationnels de son époque, nota dans son journal du 9 janvier 1493, lors de son premier voyage de retour, qu'il avait vu 3 sirènes. Il écrivit qu'elles n'étaient pas aussi belles qu'on les représente, et qu'elles avaient quelque chose de masculin dans le visage. Ce qu'il décrivait avec quasi-certitude, c'étaient des lamantins ou des dugongs, des mammifères marins qui peuvent émerger de l'eau avec leurs nageoires antérieures dans une posture rappelant vaguement un torse humain, surtout à distance et sous la fatigue de semaines passées en mer.
Le dugong, cet animal qui, dans la classification scientifique moderne, appartient à l'ordre des Sirenia, nommé précisément en raison de ses confusions historiques, est un proche parent de l'éléphant. Pas du dauphin, pas d'un autre mammifère marin, de l'éléphant. Et à Colomb, il lui sembla qu'il avait quelque chose de masculin dans le visage. L'océan ne suscitait pas la peur arbitrairement, il suscitait la confusion. Et la confusion, en l'absence de connaissances, finit toujours par engendrer des récits. Ce qui changea le cours de l'histoire ne fut pas que quelqu'un décida que les monstres n'existaient pas. Ce qui changea le cours de l'histoire, c'est que quelqu'un finalement descendit pour regarder. Les premières expéditions, quand la corde était trop courte. Le 21 décembre 1872, un navire de la Royal Navy, appelé HMS Challenger, quitta le port de Portsmouth avec une mission sans précédent dans l'histoire des sciences, explorer systématiquement le fond des océans. Ce n'était pas un navire de guerre, c'était une corvette à vapeur reconvertie pour la recherche scientifique, avec des laboratoires improvisés sur ses ponts, des filets de chalut, des thermomètres à pression, des flacons de verre hermétiquement fermés et, oui, de longues cordes lestées à leur extrémité, pour tenter de mesurer des profondeurs que personne n'avait jamais tenté de mesurer auparavant. Pendant 3 ans et demi, jusqu'en mai 1876, le Challenger parcourut près de 130 000 kilomètres, effectua 492 sondages de profondeur, préleva des échantillons de sédiments en 133 emplacements distincts et répertoria des milliers de nouvelles espèces. Ce fut la première fois que l'humanité tenta de comprendre l'océan, non pas comme un chemin entre les continents, mais comme un objet d'étude en lui-même. La technique du plomb de sonde, laisser filer une corde lestée et mesurer ce qui en sortait, était d'une rudesse absurde. L'opération pouvait prendre des heures pour une seule mesure. La corde pouvait dériver avec les courants et donner des lectures erronées. Et au moment où le poids touchait le fond, les scientifiques sur le pont n'avaient aucun moyen de savoir ce qu'il y avait là-dessous, seulement combien de temps il avait fallu pour y arriver. Mais l'expédition Challenger produisit quelque chose qu'aucun explorateur n'avait produit avant elle, des données, de vrais chiffres, des mesures systématiques, des échantillons physiques remontés du fond. Parmi les sédiments remontés dans ces filets se trouvaient des organismes que personne n'avait jamais décrits, des structures microscopiques d'une beauté déconcertante. Les radiolaires, squelettes de silice d'organismes unicellulaires qui ressemblent à des sculptures de cristal. Et la première preuve que le fond océanique n'était pas simplement un désert de boue. Le résultat final du travail du Challenger fut une collection de 50 volumes scientifiques dont la publication complète prit près de 20 ans. Mais l'image qui émergea de ces pages était encore plus incomplète que quiconque n'aurait été prêt à l'admettre à l'époque. On connaissait quelques profondeurs. On ne connaissait pas le relief. On ne connaissait pas les formes du fond, ses montagnes, ses vallées, ses failles. On avait quelques échantillons d'organismes. On ne comprenait pas les systèmes qui les soutenaient. Le prochain grand bond attendrait des décennies. Durant la Seconde Guerre mondiale, presque paradoxalement, la nécessité militaire accéléra la connaissance scientifique de l'océan. Les sous-marins avaient besoin de savoir ce qui se trouvait sous l'eau pour naviguer sans s'échouer. Les flottes avaient besoin de savoir où l'ennemi pouvait se cacher. L'acoustique et le magnétisme devinrent des outils de précision qui n'existaient pas auparavant. Puis, en 1950, une cartographe et géographe américaine nommée Mary Tarp commença à travailler sur quelque chose que personne n'avait sérieusement tenté avant elle, dresser une vraie carte du fond de l'Atlantique. Tarp travaillait avec Bruce Eisen au Lamont Geological Observatory de l'Université Columbia, en analysant les données sismiques et de sonar que les navires de recherche accumulaient. Lorsqu'elle dressa les premiers tracés à la main du fond atlantique, elle découvrit une caractéristique que personne n'attendait. Une énorme chaîne de montagnes, une dorsale sous-marine qui parcourait le centre de l'Atlantique du Nord au sud, avec une profonde vallée en son centre. Eisen la convainquit dans un premier temps qu'elle s'était trompée. Il lui dit que ça devait être une erreur.
que quelque chose de tel ne pouvait pas exister, qu'elle vérifie de nouveau. TARP vérifia de nouveau. La dorsale était toujours là. Elle était en train de découvrir la dorsale médio-atlantique. Et la vallée centrale qui la parcourait était, en réalité, la ligne où deux plaques tectoniques se séparaient. TARP ne faisait pas que dessiner le fond de l'océan. Elle trouvait la preuve visuelle que la théorie de la tectonique des plaques était correcte. Sa carte, publiée pour la première fois en 1977 aux côtés de celle de Heisen, transforma la géologie. Mais pour le grand public, le fond des océans demeurait invisible. Le jour où la science fut à court de mots, 23 janvier 1960. Le bathyscaphe Trieste, un submersible de conception suisse-italienne opéré par la marine américaine, descend depuis des heures vers le fond de la fosse des Mariannes. À bord se trouvent deux personnes, l'océanographe suisse Jacques Piccard, fils d'Auguste Piccard, le physicien qui avait conçu le véhicule, et le lieutenant de la marine américaine Don Walsh. Le Trieste ne ressemble à rien de ce qu'on imaginerait comme véhicule d'exploration. Ce n'est pas un sous-marin élégant. Il n'a ni la forme aérodynamique, ni la grâce des submersibles modernes. C'est essentiellement une sphère d'acier aux parois de près de 12 cm d'épaisseur, suspendue sous un gigantesque flotteur de 15 mètres de long, rempli d'essence. D'essence, pas d'eau, parce que l'essence est moins dense et, point crucial, ne se comprime pas sous la pression. L'essence fournit la flottabilité. La sphère assure la survie. C'est un design qui semble sorti de l'esprit d'un ingénieur ayant décidé d'ignorer toute considération esthétique au profit de la fonctionnalité la plus brutale possible. Auguste Piccard, le père, ne vécut pas pour voir le moment le plus important de l'histoire du véhicule qu'il avait conçu. Il mourut en 1962, mais son fils, Jacques, et le lieutenant Walsh descendirent dans cette machine extraordinairement laide et extraordinairement ingénieuse vers l'endroit le plus profond de la Terre. La descente dure 4 heures et 48 minutes. À mesure qu'il s'enfonce, l'extérieur devient d'un noir absolu. La température chute. Les communications avec la surface deviennent intermittentes, puis pratiquement impossibles. La coque de la sphère se contracte microscopiquement sous la pression. Un processus que les ingénieurs avaient calculé, mais qui de l'intérieur s'entend et se ressent de façon inquiétante. Craquement, ajustement, le métal répondant à une charge pour laquelle il a été conçu, mais qui dépasse tout essai qu'on ait pu réaliser à terre. Et alors se produit quelque chose qui n'était dans aucun manuel. À environ 9000 mètres de profondeur, ils entendent une détonation, un son sec et fort, comme un coup de feu à l'intérieur de la capsule. Le Trieste tremble visiblement. L'un des panneaux du hublot d'observation, fabriqué en plexiglas haute densité, la seule partie transparente de la coque, conçue pour supporter la pression mais pas indestructible, s'est fissuré. À ce moment-là, la situation objective est la suivante. Ils se trouvent à 9 km de profondeur, dans l'obscurité totale, dans une capsule qui vient d'émettre un bruit de rupture structurelle, sans communication avec la surface, et la pression extérieure, équivalent à 900 atmosphères, écrase chaque côté de leur sphère de métal. Ils vérifient les instruments systématiquement. La coque est toujours intacte. La pression intérieure n'a pas changé. La fissure est superficielle, limitée au panneau extérieur du double hublot. Le joint interne reste intact. Ils ne sont pas en danger immédiat. Ils décident de continuer. À 13h, 6h locales, le Trieste touche le fond à 10 916 mètres de profondeur. Ce sont les deux humains les plus profonds de l'histoire de la planète à ce moment-là. Et ils le resteront pendant 52 ans. Ils se trouvent dans un endroit où la pression est 1100 fois supérieure à celle de la surface, où la température de l'eau est comprise entre 2 et 4 degrés Celsius, où la lumière du soleil n'est pas parvenue depuis des millions d'années. Piccard regarde par le hublot fissuré et voit un poisson plat d'une trentaine de centimètres posé tranquillement sur le sédiment blanchâtre du fond. Il observe le Trieste quelques secondes, puis s'éloigne à la nage avec tout le calme du monde.
Il aperçoit aussi ce qui ressemble à une crevette dans le sédiment, se déplaçant lentement. Picard le décrivit des années plus tard dans son livre « 7 Miles Down », coécrit avec Walsh et publié en 1961. Ce qui l'impressionna le plus ne fut pas la profondeur atteinte, mais la sérénité du moment. Un poisson qui avait passé toute sa vie dans des conditions que tout autre animal de la planète aurait trouvées insupportables, observant brièvement les deux visiteurs les plus étranges qui fussent jamais arrivés dans son monde, et poursuivant sa vie sans plus de perturbation. Il vaut la peine de s'arrêter pour réfléchir à ce que ce poisson représente scientifiquement. La pression au fond du Challenger Deep est suffisante pour comprimer significativement l'eau de mer, ce qui ne se produit pas à des pressions normales. La vitesse du son dans l'eau change, la densité change, les propriétés physiques du milieu sont qualitativement différentes de celles qui existent à des profondeurs moindres. Pour qu'un organisme complexe comme un poisson puisse survivre là, il faut que chaque système de son corps ait été optimisé pour ces conditions. Ses membranes cellulaires doivent maintenir la fluidité correcte. Ses protéines doivent fonctionner correctement. Ses organes internes doivent résister à la compression. Son système nerveux doit continuer à fonctionner. La biochimie de la vie sous haute pression fut presque complètement inconnue jusqu'à ce que ce poisson et d'autres comme lui contraignent les scientifiques à l'étudier. Nous savons aujourd'hui que les organismes des grands fonds utilisent des concentrations extraordinairement élevées de triméthylamine N-oxyde, TMAO, dans leurs tissus, un composé organique qui stabilise les protéines et les membranes sous pression. Plus la profondeur à laquelle vit un organisme marin est grande, plus la concentration de TMAO dans ces tissus est élevée. La relation est si constante que les biologistes peuvent estimer la profondeur habituelle d'un poisson en mesurant sa concentration en TMAO. Mais en 1960, rien de tout cela n'était connu. En 1960, beaucoup de biologistes affirmaient encore que les profondeurs extrêmes étaient désertes parce que les conditions rendaient la vie impossible. Le poisson que Picard vit ne savait pas que son existence était impossible. Picard et Walsh passèrent environ 20 minutes au fond. Le temps était limité par les réserves d'énergie du véhicule et par l'inquiétude résiduelle au sujet du hublot fissuré. La remontée prit 3 heures et 15 minutes. Lorsqu'ils atteignirent la surface et furent récupérés par le navire de soutien USS Lewis, la nouvelle de leur descente fut accueillie avec un enthousiasme international. Le président Eisenhower les décora. Les unes des journaux du monde entier portèrent l'histoire. Ce fut, en termes médiatiques, comparable à l'impact du premier vol spatial habité qui aurait lieu seulement 15 mois plus tard avec le vol de Youri Gagarin. Et puis quelque chose d'étrange se produisit. L'exploration des grands fonds s'arrêta. Le Trieste fut modifié et continua à opérer dans des missions moins profondes. D'autres bathyscaphes furent construits. Mais personne ne revint au Challenger Deep pendant des décennies. La course à l'espace absorba le budget, l'imagination publique et le talent d'ingénierie qui auraient pu être consacrés à poursuivre là où Picard et Walsh s'étaient arrêtés. L'exploration des grands fonds fut reléguée en marge. Pourquoi? Il y a des raisons pratiques. L'espace est paradoxalement plus facile à explorer que les profondeurs océaniques à certains égards. Un satellite en orbite basse est entouré de vide, ce qui simplifie énormément la conception des systèmes de survie. Un submersible à 10 km de profondeur est entouré d'un milieu qui exerce 1000 fois la pression atmosphérique sur chaque centimètre carré de sa surface, qui est incompressible, qui absorbe les communications radio, qui a une température proche du point de congélation. Du point de vue de l'ingénierie, construire quelque chose qui fonctionne au fond de la fosse des Mariannes est plus difficile que construire quelque chose qui fonctionne en orbite. Mais il y a aussi des raisons culturelles et politiques. L'espace était un théâtre de rivalité géopolitique entre les deux superpuissances. Chaque fusée lancée était un message idéologique.
L'exploration océanique n'avait pas cet élément compétitif dans la même mesure, du moins pas à cette époque. Il n'y avait pas de course pour arriver le premier au fond de la mer. Le résultat fut que l'endroit le plus profond de la Terre, visité pour la première fois en 1960, ne fut pas revisité par des humains avant 2012, lorsque James Cameron descendit dans le Deep Sea Challenger. 52 ans de pause. Durant ces 52 ans, l'humanité construisit des stations spatiales, envoya des sondes aux confins du système solaire, mit en orbite des télescopes, regardant vers l'origine de l'univers, et laissa pratiquement sans exploration le point le plus profond de sa propre planète. Il est difficile d'expliquer cette asymétrie d'attention sans recourir à quelque chose de psychologique. L'espace pointe vers le haut, les grands fonds pointent vers le bas. Et dans l'imaginaire culturel de presque toutes les traditions humaines, le haut est là où se trouve le divin, le lumineux, l'aspirationnel. Le bas est là où se trouve l'obscur, l'inconnu, ce qui fait peur. Cette orientation, si profondément inscrite dans nos systèmes de métaphores, continue d'affecter l'endroit où nous mettons les ressources et l'attention des décennies après que la science aurait dû la corriger. La descente par couche, l'architecture de l'abîme. Avant de parler des habitants des profondeurs, nous devons comprendre la structure de l'océan. Car l'océan n'est pas un bloc homogène d'eau froide. C'est une série de mondes empilés les uns sur les autres, chacun avec ses propres règles, ses propres pressions, ses propres formes de vie. Imaginez-le comme un immeuble à plusieurs étages, où chaque étage a une température différente, une quantité de lumière différente, des occupants différents. Le premier étage, celui que nous connaissons, s'appelle la zone épipélagique, ou zone photique, ou zone de soleil. Elle s'étend de la surface jusqu'à environ 200 mètres de profondeur. C'est ici que vous vous baignez en été. Que les plongeurs font du snorkeling, que les coraux construisent leur structure et que les poissons colorés mènent leur vie compliquée et brève. 90% de la vie marine connue vit dans cette bande. La température peut y varier énormément. De moins 2 degrés dans les zones polaires. L'eau salée gèle à une température plus basse que l'eau douce, ce qui explique que l'océan Arctique ne soit pas un bloc de glace solide, jusqu'à 32 degrés dans certaines parties de la mer Rouge en été. L'énergie qui soutient tout cet écosystème vient du phytoplancton, des microalgues microscopiques qui réalisent la photosynthèse en surface, transformant la lumière solaire et le dioxyde de carbone en matière organique. Elles sont si petites qu'une seule goutte d'eau marine peut en contenir des millions. Et pourtant, elles génèrent environ la moitié de l'oxygène que nous respirons, pas les forêts. Le phytoplancton. La pression est ici gérable. À 50 mètres, un plongeur subit 6 atmosphères, 5 de l'eau au-dessus de lui, plus une de l'atmosphère terrestre toujours présente. Le corps humain peut s'y adapter avec un entraînement et un équipement adéquats, mais à mesure que nous descendons, les choses changent. À partir de 200 mètres, nous entrons dans la zone mésopélagique, ou zone aphotique. Le nom vient du grec. A, comme préfixe négatif, photique, de lumière, sans lumière. La lumière solaire qui pénètre jusqu'ici est si faible qu'elle ne suffit pas à la photosynthèse, mais elle est encore suffisante pour que certains prédateurs l'utilisent pour s'orienter ou pour distinguer les silhouettes de leur proie contre la pâle lueur qui vient d'en haut. Cette zone s'étend jusqu'à 1000 mètres. La température chute entre 500 et 800 mètres de façon particulièrement brutale. C'est le phénomène connu sous le nom de thermocline et peut passer de 20 degrés à peine 4 ou 6 degrés sur une distance verticale relativement courte. En dessous de la thermocline, la température se stabilise autour de 2 degrés et ne varie plus de manière significative, quelle que soit la profondeur atteinte. La pression dans la zone mésopélagique oscille entre 20 et 100 atmosphères. Et pourtant, une quantité surprenante de faune y vit. Le nautile, cette relique vivante dont l'existence remonte à plus de 500 millions d'années.
le calmar luciole qui produit sa propre lumière par bioluminescence pour attirer ses proies, le crabe araignée japonais, Macrochera kempferi, dont l'envergure des pattes peut atteindre 3,8 mètres, le plus grand arthropode vivant du monde, le poisson-lune ou mola mola, qui peut peser jusqu'à 2300 kg et est l'un des poissons osseux les plus lourds de la planète. Le poisson-lune mérite un moment d'attention, car il illustre parfaitement l'étrangeté de l'océan profond. Comment un poisson de 2 tonnes peut-il se déplacer avec aisance dans l'eau? La réponse est qu'il est optimisé pour faire exactement cela et rien d'autre. Sa forme aplatie, qui ressemble à un disque avec des nageoires, génère très peu de résistance au déplacement vertical. La direction dans laquelle il se déplace principalement, montant et descendant entre les eaux de surface et les profondeurs modérées à la recherche de méduses. Le poisson-blob des profondeurs, Psychrolute marcidus, est un autre cas remarquable. Son apparence, qui sur les photographies paraît si triste et gélatineuse qu'elle en devient presque comique, est en réalité le résultat d'une adaptation parfaitement fonctionnelle. Dans les profondeurs où il vit, la pression est 60 à 150 fois supérieure à celle de la surface. Développer une vessie natatoire, l'organe que la plupart des poissons utilisent pour réguler leur flottabilité, coûterait trop d'énergie et pourrait imploser sous cette pression. À la place, le poisson blob des profondeurs possède une chair gélatineuse de très faible densité, légèrement moins dense que l'eau qui l'entoure. Il flotte simplement au-dessus du fond, sans effort. Il n'a pas besoin de nager activement. Il n'a pas besoin de dépenser des calories pour se maintenir à une certaine profondeur. C'est une solution d'une efficacité brutale, laide pour nos yeux, parfaite pour les siens. La zone bathyale, là où l'obscurité devient absolue. Au-delà de 1000 mètres, nous entrons dans la zone bathyale. C'est le territoire situé entre le talus continental et les plaines abyssales, entre 1000 et 4000 mètres de profondeur. Ici, l'obscurité n'est plus partielle ni nuancée. Elle est totale. Pas un seul photon de lumière solaire n'atteint ces profondeurs. Pour les humains, qui sommes des créatures profondément visuelles, nous dépendons de la vue pour presque tout, de l'évaluation des distances à la lecture des expressions du visage. L'idée d'une obscurité absolue a quelque chose d'existentiel. Il est difficile d'imaginer vivre dans un environnement où le sens que nous utilisons le plus ne fonctionne tout simplement pas. Les animaux de la zone bathyale ont résolu ce problème de manière qui ne cesse d'étonner. 80% des espèces vivant à ces profondeurs sont capables de produire de la bioluminescence, leur propre lumière, générée par des réactions chimiques dans leurs tissus. Ce n'est pas un phénomène rare ici, c'est la norme. L'obscurité absolue n'est pas un obstacle pour ces créatures, c'est le milieu dans lequel elles ont évolué. La lumière qu'elles produisent leur sert à communiquer, à attirer des proies, à dérouter des prédateurs, à s'orienter. Certains poissons des profondeurs ont une peau si noire qu'elle absorbe 99,5% de la lumière qui la frappe. Ils ne réfléchissent presque rien. Ils sont invisibles à la bioluminescence de leurs prédateurs. Une équipe de chercheurs de la Smithsonian Institution et de l'Université Duke a publié en 2020 dans la revue Current Biology une étude sur cette adaptation, décrivant comment certains poissons abyssaux possèdent une concentration de mélanosomes, les granules contenant le pigment noir, si dense et si spécifiquement structurée qu'elle surpasse en efficacité d'absorption lumineuse même les matériaux noirs les plus sombres fabriqués par l'être humain. Ils sont littéralement plus noirs que le matériau le plus noir que nous ayons jamais réussi à synthétiser en laboratoire. La température dans la zone bathyale se stabilise autour de 4 degrés Celsius. La pression oscille entre 100 et 400 atmosphères. Et il y a un autre phénomène qui mérite d'être mentionné, la neige marine. Les organismes qui meurent dans les couches supérieures de l'océan, poissons, zooplancton, phytoplancton, fragments d'algues, excréments de baleines, coulent lentement vers les profondeurs. Cette pluie continue de matière organique
est la seule source de nourriture pour de nombreuses espèces des zones les plus profondes. C'est un système d'approvisionnement par le haut, une économie de reste qui soutient des écosystèmes entiers. C'est ici que nous trouvons la myxine, ou poisson sorcier, Heptatretus stutii et espèces apparentées. L'un des animaux les plus étranges de l'océan. Techniquement, il s'agit d'un vertébré primitif, bien qu'il soit dépourvu de véritables mâchoires et de colonnes vertébrales ossifiées. Lorsqu'il détecte une carcasse dans les sédiments, il s'y introduit et la consume de l'intérieur. Lorsqu'il est attaqué, il sécrète une quantité industrielle de mucus. Il peut produire des litres d'une substance visqueuse et collante en quelques secondes, qui obstrue littéralement les branchies de tout prédateur qui tente de le mordre. Et il se noue lui-même pour exercer un effet de levier et arracher des morceaux de nourriture de surface résistante. La myxine est si primitive génétiquement que les biologistes l'utilisent souvent comme référence de l'état des vertébrés il y a 300 millions d'années. Elle a survécu à 5 extinctions massives. Il est probable qu'elle sera encore là quand notre espèce ne sera plus que de l'histoire géologique. Le calmar vampire, Vampiroteuthis infernalis, mérite son propre moment. Son nom scientifique signifie littéralement « le calmar vampire de l'enfer », ce qui est peut-être la dénomination taxonomique la plus dramatique de l'histoire de la biologie. Mais l'espèce n'est ni un calmar, ni une pieuvre. C'est le seul membre vivant de son propre ordre, Vampiromorphida. Une lignée évolutive qui s'est séparée des céphalopodes il y a plus de 300 millions d'années. Ces ailes noires sont en réalité des nageoires, et la membrane cutanée reliant tous ces tentacules rappelle vaguement les ailes d'une chauve-souris, d'où son nom. Ce qui rend le Vampiroteuthis particulièrement remarquable n'est pas son aspect gothique, mais son régime alimentaire. C'est l'un des rares céphalopodes qui ne chasse pas activement. Il se nourrit de neige marine, cette pluie de détritus organiques. Il étend une paire de filaments fins et collants pour recueillir les fragments qui tombent et les pousse vers sa bouche. Dans un environnement où chasser activement coûterait plus d'énergie qu'on ne pourrait en obtenir, il a évolué pour devenir le charognard le plus efficace de l'abysse. L'explosion cambrienne. Quand tout a commencé d'un coup. Pour comprendre pourquoi les créatures de l'océan profond semblent si étranges, si étrangères à tout ce que nous connaissons, nous devons remonter bien plus loin que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Il y a 3,5 milliards d'années, l'océan existait déjà. Et il y avait de la vie en lui. Mais si quelqu'un avait regardé cet océan primordial, il n'aurait rien vu que nous reconnaîtrions comme de la vie, au sens quotidien du terme. Pas de poissons, pas de méduses visibles, pas de plantes avec des feuilles, ni d'animaux avec des yeux. Il y avait des bactéries, et une chose de plus, les stromatolites. Ils sont exactement ce qu'ils semblent être sur les photographies, des rochers, des masses de carbonate de calcium aux formes bulbeuses, entre le gris et le brun, qui ressemblent à des pierres mal empilées au fond de la mer dans des eaux peu profondes. Ils ne bougent pas, n'ont pas de structure reconnaissable, ne font rien qui semble biologique à première vue. Mais ce sont des colonies de bactéries cyanobactériennes. Et elles font ce qu'elles font depuis 3,5 milliards d'années. Chaque stromatolite se forme de la même manière. Les bactéries s'accrochent les unes aux autres et au substrat rocheux grâce à du mucus. Les sédiments flottant dans l'eau s'y collent également. Les bactéries, qui vivent de la photosynthèse, ont besoin de lumière solaire. Alors elles migrent constamment vers le haut, hors de la boue et vers la surface, construisant une nouvelle couche par-dessus les précédentes, à un rythme d'un demi-millimètre par an. Aujourd'hui, les stromatolites vivants ne survivent que dans des endroits où les conditions sont trop extrêmes pour leurs prédateurs naturels, principalement les oursins qui les dévorent, comme dans la baie Shark en Australie occidentale, où l'eau est si salée à cause de l'évaporation que la plupart de leurs ennemis ne peuvent pas survivre. Pendant plus de 2 milliards d'années, les stromatolites ont dominé les océans, non pas parce qu'ils étaient particulièrement efficaces ou compétitifs,
mais parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et puis, il y a environ 540 millions d'années, quelque chose changea. En un intervalle géologique extrêmement bref, à l'échelle évolutive, signifie plusieurs millions d'années, le registre fossile montre une explosion de nouvelles formes de vie. Des animaux avec des corps durs, avec des yeux, avec des pinces, avec des pattes, avec des systèmes digestifs, avec des réseaux nerveux. La plupart des plans corporels fondamentaux que nous connaissons aujourd'hui, les archétypes dont dérivent tous les animaux qui existent, apparaissent durant cette période. On appelle cela l'explosion cambrienne, et elle s'est produite il y a entre 540 et 1 et 515 millions d'années. Le nom vient de Cambria, le nom latin du pays de Galles, où ont été trouvés les premiers fossiles de cette période. Dans les roches du Burgess Shale en Colombie-Britannique, un gisement fossilifère extraordinaire découvert en 1909 par Charles Walcott, des créatures de cette période ont été retrouvées avec un tel degré de détail que nous pouvons même voir le contenu de leur dernier repas. L'explosion cambrienne ne fut pas seulement une augmentation de la biodiversité. Ce fut l'invention de la complexité biologique. Et c'est là, dans cet océan primordial en effervescence, que furent établis les fondements de tout ce qui allait suivre, y compris les étranges et merveilleux habitants des profondeurs que nous sommes sur le point de découvrir plus en détail. Les bâtisseurs de formes, éponges, méduses et le premier design. L'une des premières grandes inventions de l'explosion cambrienne fut la multicellularité spécialisée. L'idée qu'un organisme pouvait avoir différents types de cellules accomplissant différentes tâches, plutôt que d'être une seule cellule faisant tout. La première créature à expérimenter sérieusement avec cette idée, du moins selon le registre fossile, fut l'éponge. Les éponges vivent dans les océans depuis plus de 500 millions d'années. Ce sont des animaux, pas des plantes, pas des champignons, des animaux, mais sans tissu, sans organes, sans système nerveux. Un groupe de cellules aux spécialisations diverses, travaillant ensemble sans aucune coordination centrale. L'éponge produit des ovules et des spermatozoïdes pour se reproduire. Elle retient les œufs, elle libère les spermatozoïdes en nuages pour féconder d'autres éponges. Elle possède une couche externe de cellules semblables à notre peau. Elle a des cellules internes spécialisées dans le filtrage des bactéries de l'eau qui traversent son corps. Elle peut se régénérer presque complètement si elle est fragmentée. Et il existe des éponges vivant dans les profondeurs de l'océan qui ont plusieurs siècles d'ancienneté. En 2016, des scientifiques de la NOAA ont identifié au niveau du banc des îles Drowned, au large des côtes d'Hawaï, une éponge du genre Monoraphis dont ils ont estimé qu'elle pourrait avoir entre 11 000 et 18 000 ans. Si cela se confirme, ce serait l'animal à la plus grande longévité jamais enregistrée. 18 000 ans. Pendant que cette éponge grandissait lentement au fond obscur du Pacifique, l'humanité inventait l'agriculture, construisait des empires, développait l'écriture, traversait la Renaissance, la révolution industrielle et l'exploration spatiale. Mais la grande innovation mécanique de la période cambrienne ne fut pas les éponges. Ce fut la méduse. Les méduses comptent parmi les premières créatures multicellulaires à avoir développé un système de propulsion actif. Leur corps est composé à 95% d'eau. Ce n'est pas une métaphore, c'est la composition littérale. Une gelée maintenue par de fines membranes. Un anneau musculaire entourant la cloche se contracte et expulse l'eau vers le bas, propulsant la méduse vers le haut. C'est le premier système de propulsion par réaction enregistré dans l'histoire évolutive. La méduse de Nomura, Nemophilema nomurae, est peut-être la plus impressionnante en termes de taille. Elle peut atteindre 2 mètres de diamètre et peser jusqu'à 200 kg. Elle se déplace dans la mer du Japon et la mer Jaune en grands regroupements saisonniers. Sa cloche possède des centaines de bouches réparties le long de ses bras alimentaires. Chaque bouche a à peine 1 mm de diamètre. Elle est spécialisée dans le plancton,
ces petits animaux flottants qui meurent au moment où ils entrent en contact avec ces cellules urticantes. La méduse de Nomura est pacifique, dans le sens où elle n'attaque pas activement les humains. Mais elle peut paralyser des bateaux de pêche. Ces masses, lorsqu'elles sont suffisamment grandes, bloquent des filets entiers et rendent la pêche impossible dans les zones qu'elles occupent. En 2009, un bateau de pêche japonais a chaviré en tentant de hisser un filet chargé de méduses de Nomura. Et le nombre de méduses dans les océans du monde est en augmentation. Pas légèrement, de façon significative. Le réchauffement climatique favorise leur prolifération. La surpêche élimine les poissons qui mangeraient le plancton qui à son tour nourrit les méduses. Les zones hypoxiques, zones à faible concentration en oxygène, souvent causées par la pollution côtière, tuent bon nombre de leurs concurrents naturels. Mais les méduses peuvent y survivre. Les méduses peuvent se cloner elles-mêmes. Leurs larves ne se contentent pas de grandir pour devenir des adultes. Chaque larve peut produire plusieurs copies identiques d'elle-même avant de mûrir. Dans des conditions favorables, une seule méduse peut initier une population de milliers d'individus. Il existe des scientifiques qui soutiennent qu'à l'échelle évolutive, une ère des méduses est un phénomène qui s'est déjà produit dans l'histoire de l'océan et que les facteurs actuels créent des conditions pour quelque chose de similaire. Les bâtisseurs dieux, la vision dans l'obscurité. Il y a 540 millions d'années, en pleine explosion cambrienne, apparut quelque chose qui allait tout changer dans l'histoire de la vie marine, l'œil. Pas l'œil complexe comme le nôtre, une simple tache photosensible, un groupe de cellules capables de détecter s'il y avait de la lumière ou non, sans image, sans mise au point, seulement la lumière et l'obscurité. Mais cela suffit à déclencher une course aux armements évolutifs qui dure jusqu'à aujourd'hui. Si tu es une proie et que ton prédateur a des yeux, tu as besoin d'yeux. Si tu as des yeux et que tu peux voir où se trouve ta proie, tu es plus efficace. Si ta proie a elle aussi des yeux et peut te voir arriver, tu dois être plus rapide ou plus discret. Et ainsi de suite pendant 540 millions d'années. La coquille de Saint-Jacques possède des yeux simples, entre 50 et 200 petits yeux bleus qui bordent le manteau de sa coquille. Chacun dispose d'une rétine, d'un cristallin et d'un miroir parabolique qui réfléchit la lumière sur la rétine. Ce sont des yeux d'une conception radicalement différente de la nôtre, qui utilisent la réflexion plutôt que la réfraction pour former l'image. La squille Stomatopoda possède les yeux les plus complexes de tous les animaux connus. L'œil humain dispose de 3 types de photorécepteurs pour les couleurs, le rouge, le vert et le bleu. La squille en possède 16. Elle peut voir la lumière ultraviolette et infrarouge. Elle peut détecter la lumière polarisée. Ses yeux se déplacent de façon indépendante selon 3 plans de mouvement. Et son cou, propulsé par un mécanisme de ressort musculaire, est l'un des plus rapides du règne animal, capable de générer une onde de pression pouvant briser le verre d'un aquarium. Mais le bond le plus radical de l'histoire des yeux marins ne fut pas accompli par les squilles, ni par les coquilles Saint-Jacques. Il fut accompli par les céphalopodes. Les céphalopodes, des extraterrestres parmi nous. Le nom scientifique dit tout céphalopoda, du grec képhalé, tête, et podos, pied. Des animaux avec les pieds sur la tête. Le groupe comprend les pieuvres, les calmars, les seiches et le nautile. Et en termes d'anatomie, de comportement et de physiologie, ils diffèrent tellement de toute autre forme de vie sur Terre que si nous les avions découverts sur une autre planète sans les avoir connus sur la nôtre, nous les aurions classés sans hésiter comme des formes de vie extraterrestres. Le nautile est le plus primitif de tous. C'est le seul céphalopode vivant qui possède encore une coquille externe, un récipient spiralé de carbonate de calcium divisé en chambres. Il peut remplir ces chambres d'eau de mer pour couler et les vider pour remonter, exactement comme le système de l'est d'un sous-marin. Il peut atteindre des profondeurs allant jusqu'à 800 mètres avant que la pression n'implore sa coquille. Il y a 500 millions d'années,
il existait plus de 2500 espèces de nautiloïdes dominant les océans. Aujourd'hui, il n'en reste que 6. Mais les yeux du nautile sont peut-être ce qu'il y a de plus déconcertant. Ils sont ouverts sur la mer, sans cristallin, sans cornée protectrice. Ce sont des caméras sténopéiques, le même principe que le premier appareil photographique de l'histoire. Un petit orifice laisse entrer la lumière et projette une image floue sur la rétine. L'image qu'ils produisent est 400 fois moins lumineuse que celle produite par les yeux d'une pieuvre, mais ils fonctionnent. Et c'est ainsi qu'ils ont fonctionné pendant 500 millions d'années. Les céphalopodes ultérieurs, pieuvres, calmars, seiches, ont ajouté un cristallin et une cornée à ce design de base. Leurs yeux sont aussi sophistiqués que les nôtres en termes de résolution et de sensibilité à la lumière, mais ils sont construits de manière complètement différente. L'œil humain a un point aveugle, une zone de la rétine où le nerf optique la traverse et où il n'y a pas de photorécepteur, parce qu'il est construit à l'envers, avec le nerf optique passant devant la rétine. L'œil de la pieuvre n'a pas ce défaut. Son nerf optique se trouve derrière la rétine. En termes de conception optique pure, l'œil du céphalopode est plus efficace que le nôtre. Les céphalopodes sont daltoniens au sens technique. Ils n'ont pas différents types de photorécepteurs pour différentes longueurs d'onde de la lumière. Et pourtant, ils sont capables de changer la couleur de leur peau en fractions de secondes, avec une précision de mimétisme qui nous laisse stupéfaits. Il existe des preuves qu'ils peuvent percevoir les couleurs à travers leurs étranges pupilles en forme de W, qui leur permettent de focaliser simultanément différentes longueurs d'onde de lumière sur différentes parties de la rétine, de la même manière que l'aberration chromatique fonctionne en optique. Autrement dit, ils pourraient voir les couleurs par un mécanisme complètement différent du nôtre. Le cerveau de la pieuvre commune, Octopus vulgaris, compte environ 500 millions de neurones. Pour comparaison, un rat en a 71 millions. Mais ce qui rend la pieuvre unique, ce n'est pas le nombre total de neurones, c'est la façon dont ils sont répartis. Les 2/3 des cellules cérébrales de la pieuvre ne se trouvent pas dans le cerveau central. Elles sont réparties dans les tentacules, environ 65 millions par tentacule. Chaque bras dispose de son propre traitement neurologique partiellement autonome. Lorsque le cerveau central de la pieuvre décide d'explorer une fissure, il n'envoie pas d'instruction précise à chaque muscle de chaque tentacule. Il envoie une instruction générale, explore ça, et les cerveaux des tentacules résolvent les détails localement, s'adaptant à la forme de l'objet, à sa texture et aux changements inattendus. Certains chercheurs pensent que les tentacules de la pieuvre ne traitent pas seulement des informations tactiles, mais aussi visuelles. La peau est couverte de chromatophores, des cellules pigmentaires qui réagissent à la lumière. Et il existe des preuves que les tentacules peuvent traiter des signaux lumineux de manière indépendante. Ils pourraient littéralement voir avec leurs bras. La seiche, Sepia officinalis, ajoute un autre niveau d'étrangeté. Elle peut hypnotiser ses proies avec des motifs de couleurs qu'elle propage en vagues à travers sa peau. Un spectacle de lumière qui semble décontenancer le poisson ciblé jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour s'échapper. En 2018, un groupe de scientifiques a publié un article dans lequel ils spéculaient, avec un certain enthousiasme peu académique, que des œufs de pieuvre auraient pu arriver sur Terre dans des comètes lors d'une période de panspermie, le processus par lequel certains scientifiques croient que des formes de vie basiques pourraient se propager entre les systèmes stellaires. L'article a été vivement critiqué par la communauté scientifique comme une spéculation sans preuve. Mais le fait que quelqu'un l'ait proposé sérieusement dit quelque chose sur à quel point ces animaux semblent profondément étrangers, même aux biologistes qui les étudient. Les fumeurs noirs, l'origine de tout. Le 9 février 1977, le submersible Alvin de la Woods Hole Oceanographic Institution descendait pour la première fois vers les dorsales volcaniques des îles Galapagos, à environ 2500 mètres de profondeur, à la recherche des sources hydrothermales dont l'existence avait été prédite théoriquement mais jamais confirmée.
Les scientifiques à bord cherchaient de la chaleur. Ils trouvèrent un écosystème entier. Autour des cheminées hydrothermales, des ouvertures dans le fond marin par lesquelles l'eau chauffée par le magma s'échappait vers l'océan froid, se trouvaient des colonies de vers tubicoles de plus de 2 mètres de longueur, des moules de la taille d'assiettes, des crevettes sans yeux en densité de milliers par mètre carré, des crabes blancs, des palourdes géantes, et aucun d'eux ne dépendait du soleil. Comment cela fonctionne-t-il? Les dorsales océaniques, ces chaînes de montagnes sous-marines qui parcourent le fond de l'océan sur près de 60 000 kilomètres, la plus longue cordillère de la Terre, bien que personne ne la voie, car elle est entièrement submergée, sont les endroits où les plaques tectoniques se séparent. Lorsque les plaques s'éloignent, le magma, roche en fusion de l'intérieur de la Terre, remonte pour combler le vide. L'eau de mer froide, proche de 2 degrés Celsius, s'infiltre par les fissures de la croûte océanique et entre en contact avec le magma à près de 1200 degrés. Le contact entre ces 2 températures extrêmes crée une énorme pression qui expulse l'eau, désormais bouillante et chargée de minéraux dissous, vers l'océan froid. Lorsque cette eau surchauffée, qui peut dépasser 400 degrés sans bouillir car la pression l'en empêche, entre en contact avec l'eau froide des fonds, les minéraux précipitent et forment les colonnes sombres que les scientifiques ont appelées fumeurs noirs. La colonne noire est principalement constituée de sulfure de fer et de manganèse. La température de ce nuage peut dépasser 350 degrés Celsius. Les fumeurs blancs sont leurs cousins plus froids. Leurs minéraux sont principalement du sulfate de barium et du sulfate de calcium, qui précipitent à des températures plus basses et forment une colonne blanche ou gris pâle. Autour de ces sources, les bactéries chimio-autotrophes, qui tirent leur énergie des réactions chimiques entre les composés de l'eau de ventilation et l'eau de mer sans aucun besoin de lumière solaire, forment la base de toute la chaîne alimentaire. Ces bactéries transforment le soufre, l'hydrogène et d'autres composés en énergie et en matière organique par un processus appelé chimiosynthèse, analogue à la photosynthèse mais entièrement indépendant de la lumière. Le ver de Pompéi, Alvinella pompeiana, vit littéralement sur la paroi des fumeurs noirs. Son extrémité postérieure baigne dans l'eau à près de 80 degrés Celsius. Son extrémité antérieure, où se trouve sa bouche, est dans l'eau froide du fond océanique à environ 20 degrés. C'est l'animal eucaryote multicellulaire le plus résistant à la chaleur connue. Son nom rend hommage à la ville romaine ensevelie sous les cendres du Vésuve. Le ver vit dans un environnement constamment recouvert de particules minérales qui tombent de la cheminée, tout comme les Pompéiens vivaient sous la pluie de cendres qui finit par les tuer. Contrairement aux Pompéiens, le ver y prospère. Les crevettes Rimicaris exoculata, le nom signifie littéralement « crevette aveugle des fissures », sont l'un des organismes les plus nombreux autour des fumeurs de la dorsale médio-atlantique. Elles n'ont pas d'yeux au sens conventionnel, mais elles possèdent, sur le dos, une structure photosensible, un organe qui détecte le faible rayonnement infrarouge émis par les cheminées. Elles ne voient dans aucun sens utile du terme, mais elles peuvent naviguer dans l'environnement des cheminées sans se brûler, en se maintenant dans la zone de température optimale. Elles portent des bactéries chimio-autotrophes dans leurs branchies et dans la paroi de leur estomac. Elles ne mangent pas les bactéries. Elles les cultivent à l'intérieur de leur propre corps et en extraient les nutriments qu'elles produisent. C'est une symbiose d'une précision chirurgicale. Le crabe yéti, Kiwa hirsuta, fut découvert en 2005 sur les dorsales du Pacifique Sud, et lorsque les scientifiques le virent pour la première fois, il leur fallut plusieurs jours pour se convaincre qu'ils n'avaient pas commis une erreur d'identification. Il a l'apparence d'un crabe albinos couvert de poils dorés. Les poils sont en réalité des soies, des structures rigides, recouvertes de bactéries chimio-autotrophes. Le crabe cultive
littéralement sa nourriture sur son propre corps, utilisant ses pinces comme des jardins bactériens qu'il agite rythmiquement près des cheminées pour que les bactéries reçoivent le flux de composés chimiques dont elles ont besoin pour croître. Du point de vue de la biologie conventionnelle, celle qui supposait que toute vie dépendait du soleil, directement ou indirectement, ces créatures sont impossibles. Et pourtant elles existent. De nombreux scientifiques qui étudient l'origine de la vie sur Terre considèrent désormais les évents hydrothermaux comme l'endroit le plus probable où tout a commencé. Le bouillon primordial de composés chimiques, l'énergie constante du magma, la stabilité chimique de la zone, ce sont les conditions que les modèles théoriques suggèrent pour l'apparition des premières molécules autoréplicantes. L'idée, qui a pris un essor considérable grâce aux travaux du biochimiste Mike Russell et à son modèle des évents alcalins, est que la vie n'a pas commencé sous le soleil, mais dans les profondeurs obscures, dans la chaleur des fissures volcaniques sous-marines, et qu'apprendre à utiliser la photosynthèse fut en réalité l'innovation la plus récente et la plus sophistiquée, et non le point de départ. La fosse des Mariannes. Point zéro. S'il existe un endroit sur cette planète qui concentre tout ce qui rend les grands fonds océaniques si extraordinaires et si troublants, c'est la fosse des Mariannes. Elle se trouve dans le Pacifique occidental, à l'est des îles Mariannes, au point où la plaque tectonique du Pacifique s'enfonce sous la plaque philippine. Ce processus de subduction, une plaque poussant sous l'autre, crée une cicatrice dans le fond marin aux dimensions sans équivalent terrestre. Elle fut découverte en 1875, lors de la même expédition Challenger dont nous avons déjà parlé. Les scientifiques de cette expédition utilisèrent leur sonde à plomb et obtinrent une mesure de quelque chose de plus de 8 km. Ils savaient qu'ils étaient face à quelque chose d'extraordinaire, mais la technologie de l'époque ne leur permettait pas même d'imaginer la véritable échelle de ce qu'ils avaient découvert. Le point le plus profond de la fosse, le Challenger Deep, nommé en l'honneur du navire qui le découvrit, a été mesuré à plusieurs reprises avec des résultats légèrement différents selon la technologie utilisée. La mesure la plus récente et la plus précise, réalisée avec un sonar multifaisceau en 2021 par l'expédition Five Deeps, le situe à 10 924 mètres de profondeur. Il faut toutefois garder à l'esprit que la topographie du fond océanique n'est pas statique. Le mouvement constant des plaques tectoniques, le dépôt de sédiments et l'activité sismique continue le modifient lentement, mais sans relâche. À cette profondeur, la pression est de 1100 atmosphères. Pour rendre cela intuitif, si vous emportiez un gobelet en polystyrène expansé, le matériau dont sont faits les gobelets à café jetables, jusqu'au fond du Challenger Deep, il en reviendrait comprimé à la taille d'une balle de golf. Le gaz emprisonné dans la structure du matériau serait tout simplement écrasé jusqu'à disparaître. La température de l'eau au fond de la fosse avoisine les 2 degrés Celsius. Il n'y a pas de lumière, pas de courant perceptible. Les niveaux d'oxygène sont très bas, et pourtant il y a de la vie. Depuis l'expédition de Piccard et Walsh en 1960, nous avons pu envoyer des instruments plus sophistiqués dans le Challenger Deep à plusieurs occasions. En 2012, le réalisateur James Cameron, à qui l'on doit Titanic et Avatar, descendit seul à bord du submersible Deep Sea Challenger, un engin de 11 tonnes et 7 mètres de long conçu spécialement pour l'occasion. Il atteignit 10 898 mètres, à seulement 26 mètres du record établi par le Trieste 52 ans auparavant. Cameron passa plus de 3 heures au fond. On s'attendait à ce qu'il trouve un désert. Il trouva de l'activité. De petits crustacés appelés amphipodes, similaires en forme aux crevettes d'eau douce, mais adaptés pour vivre sous des pressions extrêmes, couvrirent certaines parties du fond en grande concentration. Une espèce, Hirondellea giga, a été récoltée dans plusieurs fosses océaniques et semble omniprésente dans les zones les plus profondes. Les scientifiques qui l'étudient ont trouvé dans son corps des niveaux extraordinairement élevés de composés fluorés, du même type que le téflon,
qui semblent agir comme antigel et stabilisateurs de membranes cellulaires sous haute pression. L'amphipode des abysses est littéralement enduit de téflon de l'intérieur. Mais ce que Cameron trouva également, c'était du plastique. À 10 971 mètres de profondeur, aussi loin de la surface qu'il est possible de descendre sur cette planète, se trouvaient des déchets plastiques, un sac en plastique, un emballage, des fragments. Le point le plus reculé de l'océan, le plus inaccessible, celui qui nécessite des décennies de développement technologique et des millions de dollars pour être atteint, est déjà contaminé par les déchets quotidiens de la civilisation humaine. 7 ans plus tard, en 2019, l'explorateur et homme d'affaires Victor Vescovo réalisa la plongée la plus profonde de l'histoire à bord du submersible DS-20 Limiting Factor, atteignant 10 928 mètres et battant le record de Cameron. Il trouva également du plastique. Et dans les tissus des amphipodes récoltés lors de cette expédition, le biologiste marin Alan Jamieson et son équipe trouvèrent des concentrations de biphényl polychloré, PCB, composé industriel interdit dans la plupart des pays dans les années 70 et 80 en raison de leur toxicité, 10 fois supérieures à celles que l'on trouve dans les rivières les plus polluées de Chine. Le fond de la fosse des Mariannes, l'endroit le plus isolé de la planète, porte dans ses tissus l'empreinte chimique de l'industrialisation du XXe siècle. Les habitants de la zone hadalienne. La zone hadalienne, ainsi nommée d'après Hadès, le dieu grec des enfers, n'est pas continue. Ce n'est pas une bande qui entoure la planète à une certaine profondeur. Ce sont des points spécifiques. Les fosses océaniques, des cicatrices de subduction réparties principalement dans le Pacifique. Les principales sont au nombre de 5. La fosse des Mariannes, la fosse de Tonga, la fosse des Kuriles, la fosse des Philippines et la fosse de Kermadec. Il existe cependant en tout 13 dépressions océaniques et 33 fosses connues dont beaucoup sont encore très peu étudiées. Les conditions dans la zone hadalienne, plus de 6000 mètres de profondeur, sont si extrêmes que l'on a longtemps supposé qu'elles seraient pratiquement dépourvues de vie. La pression empêche la plupart des structures biologiques de fonctionner. Le froid entrave les réactions enzymatiques. L'obscurité exclut toute possibilité de photosynthèse. L'éloignement des zones supérieures rend la neige marine qui y parvient extrêmement rare. Et pourtant, lorsque les scientifiques ont commencé à envoyer des équipements dans ces profondeurs, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. Ils ont trouvé l'abondance. Le mécanisme est contre-intuitif mais élégant. Les fosses océaniques, en raison de leur forme en entonnoir, accumulent les sédiments de manière extraordinairement efficace. Toute la matière organique qui coule depuis les couches supérieures tend à glisser le long des parois de la fosse pour s'accumuler au fond. Le Challenger Deep est en ce sens comme un collecteur géant de tout ce qui meurt dans l'océan qui l'entoure. Il y a des polychètes, des vers à soie, qui vivent dans ces sédiments en concentration qui surprennent les biologistes. Il y a des bactéries en densité très élevée. Il y a des foraminifères, des organismes unicellulaires à coquilles de calcite, de tailles énormes pour leur groupe. Dans la zone hadalienne, on a trouvé des exemplaires de plusieurs centimètres, des géants par rapport à leurs parents, des eaux moins profondes. Le Xenophyophore Syringammina fragilissima, découvert dans la fosse des Philippines en 2011, est l'un des plus grands organismes unicellulaires connus. Il peut atteindre 20 cm de diamètre. Un seul organisme, une seule cellule, de la taille d'une assiette à dessert. Les organismes de la zone hadalienne ont développé des adaptations moléculaires que les biochimistes n'ont commencé à comprendre qu'au cours des 20 dernières années. Leurs membranes cellulaires, qui chez la plupart des êtres vivants sont composées de phospholipides avec des chaînes d'acides gras relativement rigides, contiennent chez les espèces hadaliennes une proportion bien plus élevée d'acides gras polyinsaturés, qui sont plus flexibles. Cela leur permet de maintenir la fluidité de la membrane sous la pression extrême qui, autrement, la solidifierait. Leurs protéines sont également différentes.
Elles sont stabilisées par la présence de composés organiques osmoprotecteurs, principalement l'oxyde de triméthylamine, TMAO, le composé responsable de l'odeur caractéristique du poisson. Plus la profondeur est grande, plus la concentration de TMAO dans les tissus est élevée. Chez les espèces les plus profondes, cette concentration est si élevée qu'elle agit simultanément comme antigel et comme stabilisateur de protéines. Les amphipodes de la zone hadalienne, Hirondellea gigas et ses proches, sont les charognards les plus efficaces de ces profondeurs. Ils peuvent détecter la carcasse d'un animal à des kilomètres de distance, grâce à des composés chimiques qui se diffusent lentement dans l'eau. Lorsqu'ils localisent une source de nourriture, ils s'y rassemblent en quelques heures, parfois par milliers, et peuvent consommer entièrement une carcasse de poisson en l'espace de quelques heures. Dans des expériences où des scientifiques ont descendu des pièges appâtés avec de la viande, la vitesse à laquelle les amphipodes les ont trouvés et vidés s'est révélée stupéfiante. Ce sont les vautours du fond du monde. Ceux qui marchent à taux-bord, la frontière entre deux mondes. L'océan ne s'arrête pas brusquement là où commence la Terre. Il existe une zone intermédiaire, un territoire disputé entre l'eau et la terre ferme, où certaines créatures ont développé des stratégies de vie qui sont, à leur manière, tout aussi radicales que celles des habitants des abysses les plus profonds. Les périophthalmes, Periophtalmus et genres apparentés, sont probablement l'exemple le plus frappant d'un animal qui n'a pas décidé d'être ni l'un ni l'autre. Il existe 32 espèces différentes de ces petits poissons dans les mangroves et les marais d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Et tous partagent la même caractéristique fondamentale. Ils passent plus de temps hors de l'eau que dedans. Ils ne sont pas simplement échoués hors de l'eau, haletant comme un poisson hors de son élément. Les périophthalmes sont actifs sur la terre ferme. Ils escaladent les racines des palétuviers. Ils se battent pour des territoires. Ils chassent des insectes. Les mâles exécutent des rituels de parade nuptiale élaborés sur la vase, déployant leur nageoire dorsale comme un drapeau coloré. Ils peuvent sauter des distances représentant plusieurs fois leur longueur corporelle en utilisant leur nageoire pectorale et la tension de leur queue. Comment respirent-ils? Comme tous les poissons, ils ont des branchies. Mais leurs branchies sont modifiées pour pouvoir extraire l'oxygène de l'air humide lorsqu'ils sont hors de l'eau, de manière similaire à ce que les amphibiens peuvent faire à travers leur peau. Lorsque la marée monte et recouvre la zone qu'ils habitent, certains périophthalmes remplissent leur bouche, dont la paroi intérieure est particulièrement bien vascularisée et propice à l'absorption d'oxygène, d'une poche d'air et se retirent dans leur terrier souterrain qui se trouvent ainsi hermétiquement fermés à l'eau. Ils vivent dans le passé ou dans le futur, selon la façon dont on le regarde. Car il y a environ 375 millions d'années, quelque chose de semblable au périophthalme fut ce qui amorça la colonisation de la terre ferme par les vertébrés. Non pas le périophthalme moderne, qui est un descendant très modifié de cette transition, mais les poissons à nageoires lobées, Sarcopterygi, qui possédaient des nageoires robustes avec des structures osseuses internes, semblables aux os de nos bras et de nos jambes. Le plus célèbre de ces poissons fossiles est le quelacanthe, Latimeria chalumnae, considéré comme éteint depuis 65 millions d'années jusqu'à ce qu'un spécimen vivant soit capturé au large des côtes d'Afrique du Sud en 1938. Un pêcheur apporta l'étrange poisson à une spécialiste locale d'histoire naturelle, Marjorie Courtenay Latimer, qui le reconnut comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Elle contacta l'ichtyologiste J.L.B. Smith, qui mit 2 ans à parvenir à examiner un autre spécimen. Lorsqu'il le fit, ce fut l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire de la zoologie du XXe siècle. Le quelacanthe possède des nageoires lobées avec des structures osseuses qui s'articulent de manière similaire à nos bras. Il peut bouger ses nageoires de façon quasi indépendante. Sa lignée évolutive est le groupe frère des poissons pulmonés, et ensemble ils forment le groupe le plus étroitement apparenté aux tétrapodes,
tous les vertébrés terrestres, humains compris. Le poisson qui respira au-dessus de la vase il y a 375 millions d'années et devint l'ancêtre de tous les amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères, était quelque chose entre le coelacanthe et le poisson pulmoné. Dans nos poumons, dans notre colonne vertébrale, dans la structure de nos membres, nous portons l'empreinte de ce premier moment où un organisme marin décida, ou plus précisément fut sélectionné pour, poser le poids de son corps sur la terre ferme. Nous sommes, dans un sens très réel, des poissons qui ont appris à marcher. Pourquoi nous appelons extraterrestre ce qui est déjà ici? Il existe un moment dans l'histoire de l'exploration océanique où le discours scientifique fait quelque chose de curieux. Pendant des décennies, le récit dominant sur l'espace, les planètes, les lunes glacées, les astéroïdes, était dominé par la recherche de l'eau. « Suis l'eau » était le mantra de l'astrobiologie. Car sur Terre, là où il y a de l'eau liquide, il y a de la vie. Et s'il y a de l'eau ailleurs dans le système solaire, dans le sous-sol de Mars, dans l'océan souterrain de la lune Europe de Jupiter, dans les lacs de méthane de Titan, il y a peut-être de la vie aussi. C'est un raisonnement solide. Mais il comporte un biais implicite. Il suppose que la vie que nous cherchons sur d'autres planètes ressemble à la vie que nous connaissons ici, qu'elle aura besoin de conditions similaires à celles que nous trouvons à la surface terrestre, qu'elle aura besoin de lumière solaire, de température modérée, d'une pression atmosphérique raisonnable. La découverte des sources hydrothermales en 1977 brisa cette hypothèse de façon permanente. Si la vie peut prospérer sans lumière solaire, à des températures extrêmes, dans des environnements chargés de composés qui sont létaux pour presque tous les autres organismes, alors l'espace des conditions où chercher de la vie extraterrestre s'élargit considérablement. Europe, cette lune de Jupiter avec un océan d'eau liquide sous sa croûte de glace, pourrait avoir des sources hydrothermales sur son fond. Si elle en a, elle pourrait avoir de la vie. Pas une vie comme celle que nous connaissons à la surface de la Terre, mais peut-être une vie comme celle que nous trouvons au fond d'une autre. Et alors se produit le renversement de perspective qui donne tout son sens au mot « extraterrestre » appliqué aux créatures des abysses. Nous ne les appelons pas extraterrestres, parce qu'elles viennent d'une autre planète. Nous les appelons ainsi parce qu'en comparant les conditions de leurs habitats avec les conditions d'autres mondes du système solaire, il y a plus de similitudes que de différences. Le fond de la fosse des Mariannes a plus en commun avec le fond océanique hypothétique d'Europe qu'avec la plage d'une ville côtière espagnole. La pression extrême, l'obscurité totale, la dépendance à la chimiosynthèse, les températures approchent du point de congélation. Ce sont exactement les conditions que les astrobiologistes modélisent pour les océans sous-surfaciques des lunes glacées des planètes géantes. Les organismes qui vivent dans le Challenger Deep sont, dans une certaine mesure, le prototype de ce que nous pourrions trouver si un jour nous envoyions un submersible sous la glace d'Europe. Et cela change profondément la façon dont nous devrions penser à eux. Ce ne sont pas de mineures curiosités biologiques. Ce ne sont pas des monstres sans importance dans un coin obscur du monde. Ils sont le modèle conceptuel le plus proche que nous ayons de la vie extraterrestre potentielle. L'astrophysicien Carl Sagan, dans ses conférences et ses écrits des années 80 et 90, parlait de la nécessité d'élargir notre définition de l'habitabilité planétaire. Ce qu'il n'avait pas alors, c'étaient les données empiriques pour l'étayer. Les extrémophiles du fond océanique, en particulier les découvertes postérieures à 1977, lui auraient fourni exactement cela. Il y a encore quelque chose dans cette histoire qui mérite d'être mentionné et qui illustre comment la connaissance scientifique peut fonctionner à l'inverse de ce que nous attendons. Ce n'est pas la recherche d'extraterrestres qui nous a conduits à explorer le fond océanique. C'est l'exploration du fond océanique qui nous a appris à mieux chercher les extraterrestres.
ce que les extraterrestres de l'abysse nous enseignent, la question de l'origine de la vie. Pendant plus d'un siècle, le modèle dominant de l'origine de la vie fut la soupe primordiale de Darwin. Une flaque d'eau chaude abondante en composés chimiques organiques, de l'énergie issue de la foudre ou du rayonnement ultraviolet, et suffisamment de temps pour que les molécules autoréplicantes s'organisent par hasard. Le problème est que ce modèle présente de sérieuses difficultés techniques. Les expériences de synthèse abiotique d'acides aminés, comme la célèbre expérience Miller-Urey de 1952, démontrent qu'il est possible de produire des briques élémentaires de la vie dans des conditions prébiotiques. Mais la transition des briques élémentaires à une cellule vivante qui se réplique est un saut de complexité énorme, et l'environnement d'une flaque peu profonde ne fournit pas nécessairement les conditions pour ce saut. L'hypothèse alternative, que la vie a commencé dans des sources hydrothermales alcalines au fond des océans, a des défenseurs solides, principalement le biochimiste Nick Lane de l'University College London et le géologue Mike Russell. Le modèle est élégant. Les sources hydrothermales alcalines créent des gradients de protons et de pH entre le fluide qu'elles émettent et l'eau froide de l'océan. Ces gradients sont exactement le type d'énergie que les organismes actuels utilisent pour alimenter leur métabolisme. Les cellules mitochondriales, qui produisent l'énergie de toutes les cellules eucaryotes, fonctionnent précisément en utilisant un gradient de protons. L'idée est que les premières cellules n'étaient pas des cellules au sens conventionnel. C'étaient les pores et les cavités des structures minérales des évents hydrothermaux, qui agissaient comme des compartiments naturels où les réactions chimiques pouvaient se concentrer. La membrane cellulaire aurait pu venir plus tard, comme un moyen de portabiliser ce gradient et de l'emporter vers d'autres parties de l'océan. Si c'est exact, les bactéries qui vivent aujourd'hui autour des fumeurs noirs ne sont pas simplement des survivantes rares dans des conditions extrêmes. Elles sont les descendants directs de la première cellule qui a existé sur cette planète. La carcinisation, quand l'évolution répète sa solution favorite, il existe un phénomène en biologie évolutive tellement frappant qu'il possède son propre nom. La carcinisation. C'est la tendance des crustacés non directement apparentés aux crabes à converger de façon indépendante vers le plan corporel du crabe. Les crabes porcelaines ne sont pas des crabes. Ce sont des galatées, porcellanidae, qui ont évolué de façon indépendante vers une forme qui ressemble extraordinairement à un crabe. Les crabes royaux, comme le king d'Alaska, sont apparentés aux bernards l'ermite, qui ne sont pas non plus des crabes. Les crabes des cocotiers, Birgus latro, l'arthropode terrestre le plus lourd du monde, sont des bernards l'ermite géants qui ont abandonné leurs coquilles et développé leur propre plaque de protection et peuvent vivre jusqu'à 60 ans. La carcinisation s'est produite de façon indépendante au moins 5 fois dans l'histoire évolutive des crustacés, selon l'analyse de Joanna Wolf et ses collègues publiée dans Bioessay en 2021. Pourquoi le plan du crabe est-il si réussi que l'évolution le réinvente encore et encore? Corps aplatis qui se glissent sous les rochers, carapace dure qui protège des prédateurs, pinces polyvalentes pour manipuler la nourriture et se défendre. Capacité amphibie limitée qui élargit la gamme d'habitats. 8 pattes qui offrent une stabilité sur les surfaces irrégulières. C'est, en termes évolutifs, une solution tellement bonne que la sélection naturelle la redécouvre continuellement. Les biologistes utilisent le terme « convergence évolutive » pour ce phénomène. Quand des organismes non apparentés développent les mêmes solutions à des problèmes similaires. Les dauphins et les requins ont des formes similaires parce que cette forme hydrodynamique est la solution optimale pour se déplacer rapidement dans l'eau, bien que les uns soient des mammifères et les autres des poissons cartilagineux qui ont divergé évolutivement il y a 300 millions d'années. La carcinisation suggère quelque chose de fascinant, que l'espace des solutions possibles aux problèmes de survie n'est pas infini. Il y a de bonnes solutions et de mauvaises solutions, et l'évolution tend à trouver les mêmes bonnes solutions de façon répétée.
même en partant de points de départ très différents. La bioluminescence. Parler avec la lumière dans l'obscurité. La bioluminescence, la production de lumière par des organismes vivants, existe dans l'océan dans une telle variété de formes et avec tant de fonctions différentes que les scientifiques qui l'étudient la classifient comme l'un des phénomènes évolutifs les plus réussis de l'histoire de la vie marine. Elle a évolué de façon indépendante au moins 40 fois dans différentes lignées d'organismes, bactéries, dinoflagellés, méduses, crustacés, mollusques, poissons et bien d'autres. Dans l'océan profond, en dessous de 200 mètres, on estime que plus de 75% des organismes sont bioluminescents. Le mécanisme de base est toujours le même dans ses fondements. Une molécule appelée luciférine réagit avec l'oxygène catalysé par une enzyme appelée luciférase pour produire de la lumière. Mais les détails chimiques varient énormément. Il existe plus de 30 types différents de systèmes luciférine-luciférase dans le règne animal, beaucoup d'entre eux complètement distincts les uns des autres au niveau moléculaire. Les fonctions sont multiples. La bioluminescence est utilisée pour attirer des proies. La baudroie abyssale porte sa propre lumière suspendue à un leurre devant son énorme bouche. Pour communiquer avec des partenaires potentiels, certaines espèces de krill utilisent des motifs lumineux spécifiques lors de la parade nuptiale. Pour se défendre, lorsqu'elles sont attaquées, plusieurs espèces de calmars émettent un nuage d'encre lumineuse qui confond le prédateur, tandis que le calmar s'échappe dans l'obscurité. Pour le camouflage par contre-illumination, certains poissons produisent de la lumière sur leur ventre pour s'harmoniser avec la faible lumière venant d'en haut, et ainsi ne pas être visibles depuis le bas. Il existe un poisson, le Malacostus niger, qui produit de la lumière infrarouge que la plupart des organismes marins ne peuvent pas détecter, pour illuminer ses proies sans être détectés par elles. C'est comme avoir une lampe torche à lumière invisible. L'ostracode bioluminescent Vargula hilgendorfi, un petit crustacé japonais, fut utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les soldats japonais comme source de lumière naturelle. Ils le séchaient, le réduisaient en poudre, et en le mouillant avec de la salive, ils recommençaient à émettre de la lumière. Suffisamment pour lire une carte dans l'obscurité sans révéler leur position à l'ennemi. Le rôle régulateur de l'abysse. L'une des idées les plus contre-intuitives mais bien établies de l'océanographie moderne est que l'abysse n'est pas une destination finale de la matière et de l'énergie. C'est un régulateur actif du climat mondial. Les fonds océaniques sont les plus grands puits de carbone de la planète. Les organismes qui meurent dans les couches supérieures de l'océan portent dans leur corps le carbone qu'ils ont absorbé de leur vivant. Dans certains cas, directement de l'atmosphère, dans le cas du phytoplancton. Lorsque leurs restes coulent et se déposent dans les sédiments du fond, ce carbone reste séquestré pendant des milliers, parfois des millions d'années. On estime que les océans ont absorbé environ 30% du dioxyde de carbone que l'humanité a émis dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Sans ce mécanisme, la concentration atmosphérique de CO2 serait significativement plus élevée et le réchauffement climatique serait plus sévère qu'il ne l'est déjà. Les courants de fonte océanique, le système de circulation thermohaline que les océanographes appellent parfois le tapis roulant océanique, relient les profondeurs à la surface. L'eau froide et dense de l'Arctique et de l'Antarctique plonge et s'écoule par le fond jusqu'au Pacifique et à l'Indien, où elle se réchauffe lentement et remonte à nouveau à la surface. Ce cycle met entre 500 et 1000 ans pour se compléter. La circulation thermohaline régule la température des océans, distribue les nutriments et a un impact direct sur le climat des continents. Le Gulf Stream, qui maintient le climat de l'Europe occidentale plus chaud que ce que correspondrait à sa latitude, fait partie de ce système, et le réchauffement climatique le perturbe. La fonte de l'Arctique introduit dans le système de l'eau douce moins dense, affaiblissant la plongée qui impulse la circulation.
Il existe des preuves que le Gulf Stream s'est affaibli au cours des derniers siècles, et des projections suggèrent qu'il pourrait s'effondrer partiellement en ce siècle avec de graves conséquences climatiques pour l'Europe occidentale. L'abysse n'est pas séparé du monde dans lequel nous vivons en surface. Il y est intimement connecté, régulant activement le climat qui rend notre civilisation possible. Les extrémophiles et ce qu'ils nous disent sur la vie dans l'univers. Le domaine de l'astrobiologie, la recherche de vie ailleurs dans l'univers, a été transformé par la connaissance des extrémophiles océaniques. Avant 1977, les astrobiologistes cherchaient principalement des planètes avec des conditions similaires à celles de la surface terrestre. Température modérée, eau liquide, atmosphère avec de l'oxygène. La zone habitable d'un système stellaire se définissait comme la distance orbitale à laquelle une planète pourrait avoir de l'eau liquide à sa surface, et cette zone était relativement étroite. Après la découverte des écosystèmes de sources hydrothermales, la définition de habitabilité s'est élargie. Si la vie peut prospérer indépendamment de la lumière solaire, dans des environnements qui seraient létaux pour presque tout autre organisme, alors les planètes et les lunes qui étaient auparavant écartées deviennent des candidates. Europe, la lune de Jupiter, possède un océan d'eau liquide de 60 à 150 km de profondeur sous une couche de glace de 10 à 30 km d'épaisseur. La pression dans cet océan pourrait être énorme. La température dans la majeure partie de l'océan est proche du point de congélation. Mais les marées gravitationnelles générées par Jupiter fléchissent continuellement la Lune, générant de la chaleur dans son intérieur, et il existe des preuves d'activité hydrothermale au fond de cet océan. S'il y a des sources hydrothermales au fond de l'océan d'Europe, il y a des composés chimiques. S'il y a des composés chimiques et des gradients d'énergie, il y a des conditions pour la chimiosynthèse. Et s'il y a de la chimiosynthèse, il y a des possibilités pour la vie. La mission Europa Clipper de la NASA, lancée en octobre 2024, est en route vers Jupiter avec des instruments conçus pour étudier la Lune en détail. Elle atteindra le système jovien en 2030. Parmi ces instruments figurent des spectrographes capables d'analyser les panaches de vapeur d'eau qu'Europe expulse dans l'espace, qui pourraient contenir des composés organiques de l'océan intérieur, et des magnétomètres pour étudier les conditions de l'océan souterrain. Nous ne le savons pas encore, mais s'il y a de la vie sur Europe, elle ressemblera probablement davantage à un ver de Pompéi qu'à un être humain, plus à un Rimicaris exoculata qu'à quoi que ce soit que la science-fiction ait jamais imaginé. L'extraterrestre le plus probable que nous rencontrerons dans l'univers vit déjà au fond de nos océans. Nous avons descendu, zone par zone, siècle par siècle, nous avons accompagné les humains qui ont regardé l'océan et se sont demandé ce qu'il y avait là en bas. Ceux qui ont inventé des monstres parce qu'ils n'avaient pas les outils pour voir la vérité. Ceux qui ont construit les premières machines capables de résister à cette pression et sont descendus en elles, seuls, dans un monde où aucun humain n'avait été auparavant. Ceux qui ont trouvé ce qu'ils n'attendaient pas le vide, pas le désert, pas le silence inerte que l'intuition promettait, mais la vie, une vie insolite, radicale, construite avec des solutions qui ne nous seraient pas venues à l'esprit, mais fonctionnant parfaitement dans des conditions qui nous tueraient en quelques secondes. Ce que l'abysse nous enseigne est quelque chose que la science répète de 1000 façons, mais qu'il est difficile d'assimiler dans sa totalité. La vie n'a pas un design unique. Elle a autant de designs qu'il y a de problèmes à résoudre, et en millions d'années d'évolution, elle a trouvé des solutions pour presque tous. La pieuvre qui voit avec ses bras, la bactérie qui mange du poison et produit du sucre, le ver qui vit dans le feu, le crabe qui cultive sa propre nourriture dans ses pinces, l'amphipode enveloppé de téflon qui charogne dans l'obscurité à 11 km de profondeur. Aucun d'eux ne sait que c'est nous qui les avons appelés extraterrestres. Aucun d'eux n'a besoin de notre émerveillement pour exister.
Ils étaient là bien avant que nous arrivions. Et ils y seront probablement encore longtemps après que nous serons partis. L'histoire de l'océan profond est aussi inévitablement l'histoire de notre propre arrogance épistémique. Croire pendant des siècles que la vie avait besoin des mêmes conditions que nous pour exister. Inventer des monstres dans l'espace que nous ne connaissions pas. Tarder si longtemps à descendre regarder alors que le fond était, à l'échelle cosmique, juste sous nos pieds. Et maintenant que nous descendons enfin regarder, avec de meilleurs outils que jamais, avec des drones sous-marins et des capteurs de pression, et des spectromètres de masse et des séquenceurs d'ADN en temps réel, ce que nous trouvons n'est pas ce que nous attendions. C'est mieux, plus étrange, plus intéressant, plus précieux dans tous les sens possibles. Il reste encore plus de 80% du fond océanique non cartographié avec précision. Il y a des milliers d'espèces en attente d'être découvertes, des milliers de mécanismes moléculaires que nous ne comprenons pas, des milliers de processus écosystémiques que nous n'avons même pas mesurés. L'océan a, en ce sens, plus de questions que de réponses. Mais peut-être que la question la plus importante n'est pas sur l'océan, elle est sur nous. Si nous avons mis tant de temps à explorer le plus grand endroit de notre propre planète, qu'est-ce que cela nous dit sur l'échelle de l'inconnu qui nous entoure ? Si dans 11 kilomètres d'eau, il y a des formes de vie que nous ne pouvions pas imaginer, qu'est-ce que nous trouverions dans les océans des lunes glacées de Jupiter, à des centaines de millions de kilomètres d'ici? La fosse Challenger a à peu près le même diamètre que la baie de San Francisco. Nous pourrions la faire rentrer dans une ville de taille moyenne. Et nous avons à peine commencé à comprendre ce qu'il y a là en bas. Plus de 95% de l'abysse reste inexploré. Nous avons de meilleures cartes de Mars que du fond du Pacifique. Il y a plus de personnes qui sont allées dans l'espace que dans le fond de la fosse des Mariannes. Et dans cet abysse inexploré, dans cette obscurité énorme et silencieuse qui se trouve exactement sous nous en ce moment, quelque chose vit, quelque chose mange, quelque chose se déplace, quelque chose passe des millénaires à résoudre des problèmes que nous n'avons même pas encore appris à formuler correctement. Pensez-vous que la recherche de vie extraterrestre devrait commencer plus près de chez nous? Dites-nous dans les commentaires quelle créature de l'abysse vous semble la plus incroyable ou quelle question vous est restée sans réponse après ce voyage. Et si ce documentaire vous a emmené dans un endroit que vous n'attendiez pas, partagez-le, parce que la meilleure façon d'honorer ce que nous ne savons pas est de continuer à questionner. Jusqu'à la prochaine descente.